Deuxième séquence, le rendez-vous désormais incontournable et tant attendu de notre université, le sens des mots. J'appelle Armelle Debru, professeur honoraire d'histoire de la médecine à l'université Paris-Descartes. Je pense qu'on peut vous faire un tonnerre d'applaudissements. Et le premier mot qui va nous être décrypté ce matin est celui d'émotion. Armelle, merci beaucoup de ta fidélité, de ta présence. La parole est à toi. C'est toujours la même séquence chaque année. On a besoin d'un petit escabeau. Et cette fois-ci, on a pris une belle valise. Donc j'espère que tu es confortable, que tu es bien confortable. J'ai peut-être pas besoin de... Non, tu n'auras pas... Bonjour. Sans aucun doute, parler de l'émotion, c'est un sujet pertinent qui nous concerne tous ici, en général, et puis en particulier pour les maladies dont nous parlons. Et c'est un sujet qui a été assez négligé, mis de côté, il faut bien le dire, d'accord, étudié par les psychologues, mais qui n'était pas trop bien reçu dans le domaine médical, peu étudié vraiment dans les sciences biologiques, un peu dans les relations considérées comme un peu encombrant, je dirais. Voilà, encombrant, gênant, toujours un petit peu de trop qu'il fallait contrôler, etc. Et ce que nous cherchons à faire, c'est justement dans le domaine où on s'exprime beaucoup par les émotions, essayer de le comprendre, de pénétrer ce domaine-là, d'en faire quelque chose de plus riche, de plus compréhensible aussi. Et le choix que nous faisons ici, dans le sens des mots, c'est de suivre le mot, tout simplement, le mot émotion. Alors pourquoi ce mot? Enfin, qu'est-ce qu'il nous apporte? Je parle bien du mot et pas de la chose. C'est que pour qu'il y ait émotion, lorsqu'on parle de sentiments, de sensations, comme l'anxiété, l'inquiétude ou au contraire la joie, c'est qu'il faut deux conditions. Il faut d'abord que ce sentiment soit vif et soudain. On ne dira pas, oui, j'ai senti vaguement une émotion, hein, etc. Non, l'émotion, c'est quelque chose de fort, de brusque, de soudain. Et le second, c'est qu'il faut que ça aille avec une expression corporelle qui se voit sur le visage ou qui se sente, j'allais presque dire, dans le cœur. Si bien que le geste habituel, c'est celui-ci. C'est « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ou bien « Je suis contente de te voir ». Même si nous savons maintenant que ça se passe dans le cerveau, on ne dira pas « Comme je suis contente de te voir », on ne mettra pas la main à la tête « Comme je t'aime ». Non, 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 on dira « Comme je t'aime ». Voilà. Donc ces deux éléments de violence ou d'intensité et d'impression sur le corps se trouvent dans un exemple, je vais vous rappeler votre culture, dans l'exemple peut-être le plus paradigmatique de l'expression des émotions, c'est dans le Phèdre de Racine. Vous vous souvenez le moment où Phèdre a rencontré Hippolyte, dont elle est follement amoureuse. Elle ne devrait pas, elle l'est, et elle raconte à Œnone, elle fait son aveu, elle a fait l'aveu de son amour à sa nourrice Œnone, et voici comment elle décrit son émotion d'une manière qui serait clinique, on pourrait dire. Je cite, « Je le vis, à peine elle le voit, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. » Et la suite, « Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étranger et brûler. » Et cette espèce d'analyse chirurgicale, on pourrait dire, de l'émotion, l'effet de l'émotion sur le corps. Mais sans aller jusqu'à cet effet-là, ce qui peut nous arriver d'ailleurs, mais disons que nous ressentons quelque chose, on est remué, on est bouleversé, on est chamboulé lorsque quelque chose nous arrive de cet ordre-là. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les latins ont traduit le mot émotion par perturbatio, la perturbatio animi, la perturbation. C'est une sorte de tempête dans l'esprit, dans le cœur. Et nous le ressentons aussi comme ça.
Alors, en quoi est-ce que ce phénomène-là, je pourrais dire, nous concerne particulièrement dans les maladies neurodégénératives? Eh bien, d'abord parce que nous avons appris à en parler, nous avons appris disons, à mentionner nos émotions, disons, à les exprimer. C'est vrai qu'en littérature, en art, au cinéma par exemple, en histoire, avec l'histoire des émotions récentes, très beau ensemble d'articles dans un livre, en psychologie, en psychanalyse et en sciences neurobiologiques et cognitives, on a fait des pas de géant dans ce domaine-là, dans la compréhension des émotions. Et maintenant, ça pénètre dans le champ pédagogique, dans le champ de l'éducation. Et je vous renvoie à un petit livre de Catherine Dolto, qui est psychiatre et psychanalyste, qui a écrit pour les 4 à 7 ans un livre extraordinaire qui s'appelle « Sentiments et émotions ». Moi, franchement, je m'en suis servie, je pense que c'est à notre portée. Même elle dit que c'est à partir de 1 an qu'on peut le lire, enfin qu'on peut le regarder. Donc, excellent pour nous-mêmes, pour éclaircir un peu ce rapport entre sentiments et émotions. Donc, dans le domaine des maladies neuroévolutives, c'est cependant très paradoxal. Comme je l'ai dit, on s'est familiarisé avec cette idée d'émotion et en même temps, elles sont pathologisées. On parle de labilité émotionnelle, d'hyperémotivité, d'anédonie ou alors d'agressivité, etc. Elles sont classées parmi les symptômes, parmi les manifestations dont on n'est guère responsable, évidemment, puisqu'on les subit. On subit ce qui se passe dans notre cerveau. C'est donc une personne atteinte de maladie neuroévolutive, on dira jamais démence, hein, jamais, mais jamais. On dira ce n'est pas de sa faute, elle subit, c'est la maladie. Donc ce côté subi, maintenant, passons à l'histoire du mot lui-même, émotion. Il vient au fond, je ne dis pas il vient du grec, mais les Grecs l'employaient justement avec le verbe subir, paskein. Et le mot émotion, c'était pathos, qu'on traduit aussi par passion. Passion, le passio a été utilisé en latin surtout dans la langue des chrétiens, tardivement, pas à l'époque classique. Et vous vous souvenez que c'est lorsqu'il s'agit de décrire, enfin de parler de la passion du Christ, qu'on emploie le terme de passion, mais rarement on parlera de la passion dans le sens traditionnel, dans notre sens à nous. Et d'ailleurs, Cicéron a eu beaucoup de mal, lorsqu'il a voulu traduire pathos du grec, à trouver le bon mot. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était perturbatio. Il disait, comme pathos veut dire maladie aussi en grec, il faudrait trouver quelque chose d'équivalent en latin. Ça serait par exemple morbus. Hein, morbus, c'est le nom maladie. Mais morbus, on ne peut pas dire qu'une passion, l'amour, tout ce qu'on veut, c'est une maladie, encore que. Hein. Mais il a cherché, donc il n'a pas tout à fait trouvé ce qu'il fallait en latin. Mais nous avons repris passion, tout simplement. C'est bizarre de revenir au terme de passion. En tout cas, du point de vue de la pensée, c'est Aristote qui en a vraiment parlé très très bien. Et il puisait dans une énorme masse de descriptions d'émotions de la culture occidentale. C'est dans l'Iliade, déjà, si vous lisez l'Iliade, vous verrez, on est submergé par les émotions et tout le monde éprouve des émotions dans l'Iliade. Hein. Les pires des tueurs pleurent, comme Achille d'ailleurs, pleurent, se lamentent, ont des crises de nerfs, si j'ose dire, supplient. Voilà, c'est absolument rempli d'émotions et de même les tragiques. Les tragédies grecques, c'est rempli d'émotions, rappelez-vous. Et donc, ce sont après les philosophes qui se sont emparés de ce sujet-là. On a parlé des stoïciens tout à l'heure, évidemment, et bien après, les philosophes classiques, Descartes, Traité des passions, Kant, Spinoza aussi, et puis bien d'autres, jusqu'à la phénoménologie, dont peut-être Fabrice parlera tout à l'heure, en tout cas les sciences cognitives. L'élément de sens qui reste, c'est celui de subir. Subir, hein, pathos, paskein, subir. Et c'est-à-dire qu'on attribue à la personne emportée par ses sentiments, par ses émotions, quelque chose qui est involontaire, qui l'emporte là où elle ne veut pas, et on peut s'apitoyer en disant le pauvre, il n'est pas responsable, c'est la maladie. Vous savez, hier, on disait, lors du film d'Elysée Moon, c'est la maladie, mais on n'empêche que
on attribue quand même une certaine participation, une certaine action à celui qui le subit. C'est très difficile de distinguer ce qu'on subit et cette espèce de participation active de la personne elle-même. Ce qui fait que c'est très difficile de se dégager d'un certain sens de la responsabilité d'autrui dans ce qu'il éprouve, surtout si c'est très difficile à supporter. Mais alors, émotion. Quel est alors le sens ? Pourquoi nous disons alors émotion, on ne dit plus passion. D'ailleurs, dans le Littré, si vous regardez le Littré, il y a 1 page pour émotion et 4 pages pour passion. À cette époque de Littré, à la fin du XIXe siècle, on dit encore passion, donc 4 pages et 1 page, vous voyez le déséquilibre. Maintenant, dans les nouveaux dictionnaires, ce serait le contraire. On dirait émotion 4 pages et passion 1 demi-page, par exemple. Voilà. Donc, à voir. Si émotion c'est élargi, c'est parce que, d'abord, le sens est tout à fait différent de passion. Motus, motus c'est le mouvement. Donc émotion, c'est exactement ex movere, ça veut dire se bouger, bouger, c'est le sens de bouger, et puis exprimer quelque chose, aller vers, etc. C'est pourquoi les nouvelles théories philosophiques et biologiques sur l'émotion lui donnent une certaine intentionnalité. Non seulement c'est subi, mais c'est aussi quelque chose d'intentionnel, de projection dans l'émotion. Et il faut en tenir compte. Vous vous souvenez, quand on demande toujours « et qu'est-ce que tu veux ? Et qu'est-ce que tu fais ? Et qu'est-ce que tu ceci ? Et qu'est-ce que tu cela ?» Un petit peu découragé, il faut bien le dire. Pourquoi tu te lèves ? Pourquoi tu dis ça ? Etc. Mais en réalité, on cherche toujours l'intention dans l'expression d'émotion. Voilà, ça vient de, évidemment, et puis motion. Alors donc, il y a quand même grâce à cette nouvelle approche, une réhabilitation, on pourrait dire, par rapport à la condamnation de l'émotion ou au mépris de l'émotion. Puisque maintenant, on trouve que c'est vraiment très constructif chez le nourrisson, même chez l'embryon peut-être, dans le ventre de sa mère, en tout cas jusqu'au grand âge, jusqu'à l'âge de la fin de vie même, c'est très important, et dans les choix de fin de vie, on en parle, et puis tout au-delà de l'humain, chez l'animal, on parle beaucoup de l'émotion des animaux, peut-être chez le végétal qui souffre après tout, peut-être qu'il n'est pas content quand on arrache une fleur, je sais pas. En tout cas, dans le champ du handicap et de la dépendance, il est clair que l'émotion est très très importante comme champ nouveau. Comme c'est un champ, disons, pas nouveau, il faut le comprendre et le connaître. Quelles émotions ? Qu'est-ce que c'est que ce ressenti qui fait bouger, qui bouleverse la personne, qui nous bouleverse d'ailleurs en conséquence ? Donc, ce n'est pas la peur, par exemple, si on prend la peur qui est une très ancienne, peut-être la plus ancienne des émotions. Si on regarde les grottes où étaient montrées les petites silhouettes qui courent après un animal ou qui courent devant un animal, c'est la peur. Voilà. Et ce n'est pas maintenant la peur des bêtes féroces, mais c'est quand même intimement, la peur est une émotion intime, fondamentale, archaïque, qu'on va retrouver partout. De même, la honte, on a parlé de la honte, je dirais plutôt de la pudeur aussi. Vous voyez qu'il y a un champ à retravailler dans l'approche maintenant de l'émotion comme un mouvement non seulement subi, mais surtout maintenant avec une touche d'intention. Voilà. Pour finir, je voudrais rappeler une scène à propos de touchant, justement, très touchante, et qui montre un petit peu le côté complexe, touchant, un peu chaotique aussi, de l'émotion, telle que nous pouvons la représenter passivement et activement aussi. C'est à la fin de l'Iliade, quand Achille reçoit le père de Hector, son ennemi troyen qu'il a tué et massacré et qu'il a maltraité horriblement. Achille est obligé de recevoir le pauvre père de ce Hector, Priam, qui le supplie complètement. Un vieillard qui tient à peine debout et qui sait qu'il va rencontrer le meurtrier de son fils, le bouillant Achille, comme on dit, et qui va probablement le tuer. Enfin, donc la scène se passe, c'est une scène très, très pathétique, puisque chacun va parler, mais chacun va parler de son père ou de son fils. Le père, Priam, va raconter l'amour pour son fils, c'est presque le film d'hier, et le fils va parler, Achille, va se rappeler son père. Et du coup, les deux se mettent à pleurer ensemble. Achille
où tous deux se souviennent. L'un pleure longuement sur Hector, prosterné aux pieds d'Achille. Achille, lui, pleure sur son père, parfois aussi Patrocle, et leur plainte s'élève à travers la demeure. C'est une belle scène d'empathie, on voit combien c'est profond et transmissible, j'allais dire, l'émotion. Mais la suite, il faut l'écouter. D'un seul coup, Achille en a assez. Il est violent, il se retrouve, il se lève, motus, et il se met à menacer Priam, parce que supporter l'émotion de l'autre, c'est insupportable. Donc, il se met à le menacer, il lui dit « je vais te tuer, pars vite, déguerpis ». Alors l'autre s'en va en tremblant, évidemment le père se dit « c'est fichu, je ne récupérerai jamais le cadavre de mon fils ». Mais en réalité, Achille va revenir en arrière et va non seulement combler sa promesse de rendre le corps d'Hector à son père, mais il va aussi en faire beaucoup plus. Il va l'honorer, il va l'embellir, il va le laver. Donc, cette espèce de mouvement d'aller-retour dans les émotions, face aux émotions, je crois que le mot même émotion le contient. C'est pourquoi, et dans le passé, et pour le présent, et pour l'avenir, il faut être très attentif au contenu sémantique de ce mot-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Armelle.